Et bonsoir à tous. Je pense qu'on m'entend plutôt bien pour l'instant. Donc on va lancer cette première conférence, d'Anaimen qui on a l'honneur d'avoir le docteur, Nour Kadour qui va nous présenter un super topo sur, la place du TEP-scan en dans dans l'exploration, des demandes neurologiques, à la fois tout ce qui est neurodégénératif, mais aussi en cancérologie. Je remercie tout d'abord la boîte Remote Ready qui nous permet d'organiser cette conférence. On reviendra un petit peu plus là-dessus. Et je vais laisser la parole au docteur Kadour qui va pouvoir lancer son topo. Bonsoir à tous. Merci du coup de vous connecter ce soir après sûrement cette longue journée de travail. Merci du coup à Remote Ready de nous permettre d'organiser ce topo. Alors, moi, je suis le docteur Kadour. Je travaille actuellement à Saint-Idoc. J'avais fait mon internat de médecine nucléaire à Nice. Et c'est vrai qu'à Nice, on faisait pas mal de neurologie. Et quand Ossa m'a proposé de faire des topos pour la NANM, du coup, c'est pour ça que je me suis proposé de faire la neurologie. Donc, je ne me dis pas experte en neurologie. Je vais essayer de vous transmettre au mieux tout ce que j'ai pu apprendre durant mon internat et durant mon assistanat ensuite pour essayer au mieux en fait de vous aider au quotidien à interpréter des examens d'imagerie. Donc là, vraiment, le but de ce topo, c'est vraiment en fait d'avoir quelques notions, des notions clés qui vont ensuite nous permettre au quotidien, en tant que médecin nucléaire, de répondre à la demande des cliniciens et d'interpréter donc les imageries. Donc, pour cela, vous allez voir, le topo va se diviser alors en deux parties. On va d'abord voir. Alors, juste, j'essaye. Est-ce que vous voyez mon topo ou pas? Parce que. Pas encore. Pas encore. Alors, j'essaie juste de le partager. Là, c'est bon. Hop, voilà. Alors, donc, voilà, excusez-moi. Le topo va se diviser en deux parties. Donc, tout d'abord, les applications de la TEP-TDM en neurologie avec l'utilisation du DigitFDG. Puis, dans un deuxième temps, de la 18F-DOPA. Ce qu'on fera, c'est qu'à la fin de la partie sur la 18FDG, si vous avez déjà des questions sur cette partie-là, on pourra en discuter ensemble afin d'enchaîner sur la deuxième partie. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions là tout le long, on reçoit vos questions sur le côté, on essaiera au mieux d'y répondre. Alors, on y va. Donc, tout d'abord, en ce qui concerne le 18FDG. Donc, quelles sont les indications du DigitFDG? Donc, en neurologie, c'est principalement les troubles cognitifs qui vont servir notamment dans le diagnostic précoce et dans les démences atypiques auxquelles sont confrontés les cliniciens. Dans le bilan préchirurgical de l'épilepsie partielle pharmacorésistante, qui sera faite en intercritique, et aussi pour la recherche d'encéphalite. En oncologie, le DigitFDG peut être aussi utilisé dans la récidive versus maladie résiduelle des tumeurs cérébrales et pour rechercher soit une récidive versus une radionécrose. Donc là, on va traiter, nous, ici, là, ce soir, des troubles cognitifs, ce qui fait partie de la grosse majorité du DigitFDG en neurologie. Tout ce qui est oncologie, moi, durant mon expérience, j'ai plutôt utilisé la 18F-DOPA. Et c'est vrai que dans les centres dans lesquels je suis passée, souvent on préférait la 18F-DOPA, donc on traitera de cette partie-là avec la 18F-DOPA, mais sachez aussi que c'est réalisable. Alors, tout d'abord, un petit point sur les démences. Donc déjà, il faut différencier les deux types de démences. Les démences sans syndrome extrapyramidal, c'est-à-dire que nous n'aurons pas d'atteinte de la voie dopaminergique, donc qui est principalement la maladie d'Alzheimer, qu'on va appeler MA, la démence frontotemporale et les démences sémantiques. D'autre part, on a ce qu'on appelle les démences qui présentent un syndrome extrapyramidal. Donc, dans ce cas-là, on a une atteinte de la voie dopaminergique qui va justement se montrer sur l'imagerie aussi avec une altération de l'imagerie en 18F-DOPA. Donc là, on a la démence à corps de Lévy, la paralysie supranucléaire progressive, la dégénérescence cortico-basale et l'atrophie multisystématisée. Donc, quel est le protocole à utiliser en 18FDG pour les démences? Donc, il faut, comme tout
examen avec du ZFDG, il faut 4 à 6 heures de jeûne au minimum. L'activité recommandée est de 2 mégabecquerels kilo, avec une glycémie veineuse inférieure à 1,6. Ce qui est surtout recommandé, c'est que les patients doivent être en repos neurosensoriel pour éviter justement d'activer certaines zones du cerveau qui pourraient entraîner de fausses images. Donc pour cela, on demande aux patients de rester au moins 20 minutes les yeux fermés, dans l'obscurité et sans parler. Le délai d'acquisition se fait 30 minutes après injection. La durée d'acquisition en fonction des machines est de 5 à 15 minutes. Ce qu'il faut vraiment il faut vraiment bien faire attention, ça les manips en général sont bien rodées pour ça, c'est que la tête doit bien être centrée dans le champ de vue. On peut utiliser un TDM low-dose pour la correction d'atténuation et souvent on fait une reconstruction itérative avec un fit post-reconstruction. Donc après, ce qui est important, c'est la réorientation quand on va interpréter nos images selon le plan qu'on appelle le plan CACP, c'est-à-dire que sur les coupes, on essaie de voir où est située la commissure antérieure à peu près, la commissure postérieure, et en fait, on essaie d'aligner horizontalement la commissure antérieure et la commissure postérieure, c'est ce qu'on appelle le plan CACP. C'est ce plan-là qui va nous servir justement pour interpréter ensuite. Donc là, je vous ai mis un exemple de TEP-FDG normal pour bien garder cette idée en tête. Ce qu'il faut bien comprendre en neurologie, moi je l'ai compris après lors des cours qu'on a eu à Saclay notamment, c'est que donc au niveau cérébral, on a 2 types de cortex. On a le cortex primaire qui, lui, effectue en fait vraiment les fonctions primaires, avec notamment le cortex frontal qui va être tout ce qui est aire motrice primaire, le cortex primaire pariétal qui va concerner les aires somesthésiques, le cortex occipital avec l'aire visuelle et le cortex temporal. Donc ça, c'est le cortex primaire. Au-dessus de cela se rajoute ce qu'on appelle le cortex associatif, c'est-à-dire que le cortex associatif, ça va être toutes ces voies en fait, de signalisation du cortex qui vont ensuite entraîner ce qu'on appelle toutes les fonctions secondaires et qui sont plus fines. Donc, ce qu'il faut bien retenir dans les démences, c'est qu'au tout début de la maladie, on a une atteinte du cortex associatif, mais le cortex primaire est souvent préservé. Et c'est en général à la fin de l'évolution de la maladie qu'on a une atteinte du cortex primaire. Donc là, en coupe axiale, je vous ai mis donc un FDG cerveau normal. Moi, ce que je fais pour interpréter, en fait, je regarde mon cortex zone par zone. Donc, je regarde tout d'abord, j'étudie le cortex associatif. Donc, le cortex associatif, notamment frontal, est séparé du cortex pariétal par ce qu'on appelle ici là, la scissure de Rolando, qu'on devine en fait sur les coupes à ce niveau-là à peu près. Donc, dans le cortex frontal, il y a 3 types de cortex associatifs. On a le cortex frontal mésial, qui est vraiment ici central, là qu'on voit sur les coupes. Donc, on peut voir ici. Le cortex associatif dorsolatéral, qui se situe à ce niveau-là, comme je vous le montre ici avec la souris. Donc, tout ça, c'est du cortex associatif frontal dorsolatéral. Et plus bas, on a le cortex frontal orbitofrontal, qui est justement situé au niveau plus bas, au niveau des orbites. Donc ça, c'est ce qui concerne le cortex frontal. Ensuite, en arrière, donc, du cortex frontal, en arrière de la scissure de Rolando, on a ce qu'on appelle le cortex pariétal, donc bilatéral à droite et à gauche. Lorsqu'on descend sur les coupes à ce niveau-là, ensuite, on va voir apparaître le cortex temporal, ici plus bas. Et sur les coupes vraiment très postérieures, le cortex occipital en arrière ici. Donc ensuite, le cortex primaire, on le verra sur les diapos suivantes. Là, ici on voit notamment le cortex primaire, ici le cortex primaire occipital. Alors, donc, ce qui est important dans les démences dégénératives en TEP, c'est qu'on va être utile en fait parce qu'on va permettre aux cliniciens de l'aider parce qu'on sait que l'atteinte métabolique qu'on va avoir est corrélée tout d'abord au phénotype clinique et permet en plus le diagnostic différentiel entre les différents types de dégénérescence corticale diffuse. Donc, on va voir notamment, par exemple, l'atteinte de la maladie d'Alzheimer et la démence à corps de Lévy avec un profil métabolique particulier. La démence frontotemporale qui va avoir plutôt une atteinte antérieure avec le postérieur qui est préservé. L'aphasie primaire progressive non fluente avec une atteinte à ce niveau-là périsylvienne. Dans la démence sémantique, ce sera l'atteinte du lobe temporal.
Et dans l'atrophie corticale postérieure, on a plutôt une atteinte postérieure. Donc ça, on va le voir, on va détailler chacune des types petit à petit. Alors, tout d'abord, 18FDG et maladie d'Alzheimer. Donc la maladie d'Alzheimer, c'est la plus fréquente des démences dégénératives parce qu'elle concerne 60 à 70% des démences. Il faut savoir qu'elle survient surtout après 65 ans et que sa prévalence augmente avec l'âge. La détérioration cognitive va se faire de manière progressive, c'est-à-dire qu'initialement, les patients vont avoir simplement des petits oublis au fur et à mesure. Ce que vont dire souvent les proches, c'est que il oublie où est-ce qu'il a mis ça ou telle chose, mais de manière de plus en plus fréquente. Mais c'est des petits oublis en fait qui vont se faire au fur et à mesure. Donc là, on est au stade de ce qu'on appelle de MCI amnésique ou maladie d'Alzheimer prodromale. Ensuite, la progression de la maladie va se faire vers ce qu'on appelle le syndrome aphasie-apraxie-agnosie, puis le stade final avec la perte d'autonomie et la démence. Alors, donc, l'atteinte métabolique de la maladie d'Alzheimer va concerner ici le cortex pariétal que l'on voit ici, les carrefours pariéto-temporaux que l'on voit en rouge. On a également une atteinte ici du cingulum postérieur, c'est ce qu'on voit ici, et une atteinte au niveau temporal interne. Donc là, c'est ce que je viens de vous dire. Donc, une atteinte du carrefour temporo-pariétal bilatéraux. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début de la maladie, ça va être souvent asymétrique. Et ça commence par une atteinte du côté gauche, comme on peut le voir en fait sur les coupes ici, là, ce que vous voyez à ce niveau-là. Avec ensuite plus bas une atteinte ici au niveau temporal interne et du cingulum postérieur. Donc là, les aires primaires sont préservées, sauf, comme je vous l'ai dit, quand en fait on est dans la maladie qui est vraiment très évoluée, où on a une atteinte du cortex associatif et du cortex primaire. Pour la démence à corps de Lévy, donc elle, c'est la deuxième cause des démences dégénératives. Donc ça aussi, il faut bien l'avoir en tête, et elle concerne environ 15% des démences. Elle survient, elle aussi, comme pour la maladie d'Alzheimer, pour les patients de plus de 65 ans. Ce qui est vraiment caractéristique à l'interrogatoire, c'est que les patients vont décrire des hallucinations visuelles, notamment des hallucinations qui vont concerner les animaux. On appelle ça des zoopsies, c'est-à-dire que les patients vont voir des animaux. Ensuite, les patients vont avoir une modification de la personnalité, voire des troubles du comportement et des troubles psychiatriques. Donc là, vu que la démence à corps de Lévy est caractérisée également par un syndrome extrapyramidal avec une atteinte de la voie dopaminergique, il est utile dans ces cas-là justement d'utiliser l'imagerie de la voie dopaminergique en 18F-DOPA que nous verrons ensuite pour nous aider justement au diagnostic différentiel entre souvent démence à corps de Lévy et maladie d'Alzheimer évoluée. Pour la démence à corps de Lévy, donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on va avoir une atteinte en fait pariéto-temporale diffuse qui ne concerne pas forcément que les carrefours et qui est vraiment très postérieure, et également ici, là, au niveau temporal interne et temporal externe. Donc voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Là, ici, ce qu'on retrouve sur les coupes, on va avoir une atteinte pariéto-temporale qui peut même descendre jusqu'au niveau occipital, on peut le voir ici sur les coupes. Et là, vous voyez, ici, c'est l'exemple d'un patient pour lequel, justement, on ne revoit que les aires primaires. Donc ici, c'est ce qu'on voit ici. Là, vous voyez les aires primaires pariétales à ce niveau-là, les aires primaires occipitales en arrière ici, et on a une atteinte diffuse. Donc, dans ces cas-là, justement, il est difficile de faire la part entre une maladie d'Alzheimer évoluée ou une démence à corps de Lévy. Donc, dans ces cas-là, on pourra faire soit un DAT scan, soit une TEP à la 18F-DOPA pour voir si on a une atteinte ou pas de la voie dopaminergique associée. Ensuite, la démence frontotemporale. Donc, la démence frontotemporale concerne 10 à 15% des démences dégénératives. C'est la troisième cause de démence dégénérative après la maladie d'Alzheimer et la démence à corps de Lévy. Et elle concerne 5% des démences au total, toutes causes confondues. Pour la démence frontotemporale, on a un début qui est souvent plus jeune, c'est-à-dire que les patients peuvent, dès 50 ans, présenter ce type de démence. Et il faut savoir que dans 40% des cas, il s'agit de cas familiaux et qui sont souvent associés à la sclérose latérale amyotrophique dans 10% des cas, ce qui n'est pas négligeable. Le signe vraiment inaugural dans l'entourage, ça ne va pas être les troubles cognitifs qui vont prédominer initialement, mais ce qui
va... Hop, excusez-moi. J'ai été là. Là, ici également, donc, ce qui se caractérise dans la démence frontotemporale, c'est qu'on va avoir une atteinte temporale, frontale, donc là, pardon, frontale qu'on voit sur les coupes. Donc ici, frontale mésiale qui est souvent préservée, mais le dorsolatéral qui est vraiment atteint de manière diffuse au niveau frontal. Une atteinte ici du cingulum antérieur et une atteinte temporale, d'où son nom, démence frontotemporale. Et également à ce niveau-là. Nour, oui. Je me permets de t'interrompre un petit moment. Je crois qu'il y a eu un bug Internet au moment où tu venais de finir de parler de l'association à la sclérose latérale amyotrophique. Est-ce que tu peux reprendre à partir de ce moment-là, s'il te plaît? Ah oui, je vais reprendre. Ok, ça marche. Donc, ce qu'il faut bien retenir dans la démence frontotemporale, c'est que le signe inaugural va être la modification de personnalité ou du comportement, c'est-à-dire que ce qui va vraiment interpeller l'entourage, c'est la modification brutale du comportement chez les patients. Les troubles cognitifs vont être, eux, au second plan. Donc ici, ce qu'on voit, c'est ce profil métabolique de la démence frontotemporale. Donc, comme son nom l'indique, on va avoir une atteinte frontale qu'on peut voir ici, à ce niveau-là, avec une atteinte du cortex associatif frontal dorsolatéral ici et plus bas orbitofrontal. Une atteinte ici du cingulum antérieur qui est caractérisée par ça et une atteinte également temporale, donc temporale externe et temporale interne. Donc là, ce qui est souvent caractéristique, c'est ce qu'on appelle, on a un gradient antéro-postérieur. C'est-à-dire que sur les coupes, on le voit bien souvent en sagittal, c'est qu'on va avoir une atteinte frontale métabolique, vous voyez à ce niveau-là avec le jaune qui est vraiment de manière diffuse. Et par contre, au niveau postérieur, on a une préservation du cortex associatif à ce niveau-là. Donc là, c'est ce qu'on peut voir également sur les coupes. Donc ici, là, vous voyez, tout le cortex associatif frontal est atteint, le frontal mésial, le dorsolatéral à ce niveau-là. C'est ce qu'on voit sur ces coupes-là. Et quand on descend plus bas, on voit également que le cortex temporal, ici, là, à ce niveau-là, est atteint au niveau temporal interne et externe. Ensuite, on va parler donc de la paralysie supranucléaire progressive. Celle-là, c'est une pathologie qui est rare, qui concerne 5% des syndromes parkinsoniens. Donc là, je vous parle de tous les types de démence pour que si jamais vous êtes confronté à ça, vous sachiez, vous en avez déjà entendu parler, que vous sachiez quels sont les profils métaboliques pour chaque type de démence à peu près. Donc, le début se fait souvent entre 55 et 65 ans. Cliniquement, ce sont des patients qui vont avoir des troubles de l'équilibre, une paralysie oculomotrice, c'est-à-dire que lorsqu'on demande au patient de regarder vers le haut, en fait, il ne va pas réussir à suivre avec ses yeux votre doigt qui va vers le haut. Et on peut avoir également ce qu'on appelle un syndrome pseudobulbaire, c'est-à-dire avec une dysarthrie, une dysphagie. Pour l'atteinte métabolique, donc là, ce qu'on retrouve, et c'est souvent un précurseur, c'est ce qui nous aide aussi, c'est qu'on va avoir souvent une atteinte frontale mésiale à ce niveau-là, c'est ce qu'on voit ici, et une atteinte frontale bilatérale au niveau dorsolatéral. On a également une atteinte au niveau du cingulum antérieur et une atteinte mésencéphalique, ce qui va justement nous donner les troubles du syndrome pseudobulbaire à ce niveau-là. Ensuite, la dégénérescence cortico-basale. Donc, la dégénérescence cortico-basale, c'est une pathologie qui est très rare, qui concerne 2% des syndromes parkinsoniens. Le début est également entre 55 et 65 ans. De manière clinique, en fait, de façon clinique, les patients vont souvent présenter des troubles moteurs à type d'apraxie idéomotrice, de dystonie, mais qui va être unilatérale, et de myoclonie. L'altération cognitive, elle va être progressive, c'est-à-dire que ce n'est pas ce qui va prédominer au premier plan, tout comme par exemple la maladie d'Alzheimer, mais elle est semblable à la PSP avec justement un syndrome frontal chez certains patients. Ce qui est vraiment très caractéristique et qu'il faut garder en tête pour la dégénérescence cortico-basale, c'est qu'on va avoir un hypométabolisme asymétrique, donc là, ce que vous voyez, avec une nette prédominance au niveau du cortex associatif pariétal. Mais ce qui est vraiment caractéristique, c'est que l'atteinte, elle est asymétrique. C'est que quand vous voyez les coupes, en fait, d'un côté, ça va être complètement préservé et de l'autre, on va avoir un hypométabolisme. Ensuite, le 18-FDG et l'atrophie multisystématisée. Donc là, c'est une pathologie qui est très rare, qui concerne 0,5 à 1% des syndromes parkinsoniens.
Elle débute entre 55 et 65 ans. Au niveau clinique, ce qui est caractérisé, ce qui prédomine, c'est un syndrome parkinsonien qui est akinétorigide, qui va être présent dans 75% des cas. On peut également avoir un syndrome cérébelleux, mais c'est un peu plus rare, avec du coup les signes de syndrome cérébelleux, une ataxie à la marche, une dysarthrie, une ataxie des membres. Ce qui est vraiment aussi souvent caractéristique chez ces patients-là, c'est-à-dire quand ces patients ont ces signes, ça évoque énormément le diagnostic, c'est qu'on va avoir une dysautonomie avec des patients qui vont présenter souvent une hypotension orthostatique et des incontinences urinaires. Également, on a un syndrome pyramidal et des troubles cognitifs. Alors, en fonction du type d'atrophie multisystématisée, il y a l'atrophie multisystématisée qui concerne le cervelet et celle qui concerne le striatum. Donc, s'il s'agit d'une atrophie, d'une AMS cérébelleuse, on va avoir une atteinte métabolique au niveau du cervelet. En revanche, d'une forme striatale, on va avoir un hypométabolisme au niveau des noyaux gris centraux. Ensuite, on va continuer avec les aphasies primaires progressives. Alors, il y a 3 types d'aphasies primaires progressives. Il y a ce qu'on appelle d'abord l'aphasie primaire progressive non fluente ou variante agrammatique. C'est-à-dire, vu qu'elle est non fluente, les patients vont avoir des difficultés pour s'exprimer. La location ne va pas être fluide, ne va pas être fluente, justement. Donc, on a un discours qui est non fluent avec une anartrie, des fautes de grammaire et pas ou peu de troubles de la compréhension. C'est-à-dire que le patient va comprendre ce que vous dites, mais en revanche, pour s'exprimer, il va avoir énormément de mal à s'exprimer. Là, ce qui est caractéristique, c'est ce qu'on appelle l'atteinte périsylvienne qui prédomine au niveau du côté gauche. Donc, c'est ce qu'on trouve à ce niveau-là. Ensuite, on a l'APP avec la variante asémantique, appelée démence sémantique, où là, qui est lié à une atteinte de la mémoire sémantique verbale et ou visuelle. C'est-à-dire, c'est lié à un problème d'encodage, justement, verbal ou visuel, avec une perte du sens dans le discours qui est fait par les patients. Les discours n'ont plus de sens. C'est-à-dire que les patients vont parler de manière fluente, normale, mais par contre, ce qu'ils vont dire n'auront pas de sens. Et on peut également retrouver des troubles de la reconnaissance des objets ou des visages. Dans ces cas-là, en fait, on a une atteinte qui est vraiment au niveau des lobes temporaux. C'est ce qu'on voit ici, là, sur les images. Enfin, la variante logopénique ou l'aphasie logopénique qui est la moins fréquente, qui est la plus rare. Ces types d'aphasies, d'ailleurs, ont été décrits par Gorno Tampi. Et dans la variante logopénique, on a un discours qui est marqué par de nombreuses pauses, avec une difficulté à répétition des phrases qu'on demande aux patients de répéter ce qu'on vient de dire, et également des troubles de la compréhension. Donc là, je vous ai mis un exemple d'APP non fluente. C'est ce qu'on disait, c'est qu'on avait un hypométabolisme périsylvien gauche qu'on retrouve ici et que vous pouvez retrouver sur les coupes axiales, justement à ce niveau-là. Pour la démence sémantique, c'est vraiment l'atteinte des lobes temporaux bilatéraux qui va être majoritaire. Et il faut savoir que c'est souvent asymétrique, ça prédomine au niveau temporal externe, ici, du côté gauche, dans 75% des cas. Donc là, c'est ce qu'on voit en fait sur les coupes, c'est qu'on a une hypoperfusion des pôles temporaux qui inclut les hippocampes et les amygdales, avec notamment un cortex pariétal qui est imprégné. Et un aussi des premiers signes qu'on peut avoir dans les démences sémantiques qui peut vous aider au diagnostic, c'est qu'on va avoir aussi un hypométabolisme au niveau du cortex associatif frontal mésial à ce niveau-là. Pour la variante logopénique, donc celle-là, elle est plus rare. On a souvent donc une atteinte au niveau pariétal gauche, à ce niveau-là, et temporal gauche. Ensuite, l'atrophie corticale postérieure. Donc celle-là, elle est vraiment rare. Elle apparaît de manière plus précoce que l'AMA, c'est-à-dire avant 60 ans souvent. Ce qui va prédominer, c'est que vu qu'on a une atteinte vraiment corticale postérieure, où est situé le cortex occipital, on va avoir ce qui prédomine des troubles visuels, qui vont être d'aggravation progressive. On a 2 types d'atrophie corticale postérieure. On a la forme ventrale avec une atteinte occipito-temporale qui va entraîner du coup les troubles qui sont liés au type d'atteinte du cortex. La forme dorsale occipito-pariétale, qu'elle aussi va entraîner certains types de troubles. Ce qu'il faut vraiment noter, c'est qu'on n'a pas de troubles moteurs parce qu'on n'a pas du coup justement d'atteinte du cortex frontal. Donc ici, là, ce que vous pouvez retrouver, c'est l'atteinte justement qui est très postérieure au niveau du cortex
associatif temporal, une atteinte du cingulum postérieur que l'on retrouve ici et une atteinte du cortex occipital. Donc, l'hypométabolisme est pariéto-occipital. Il prédomine le plus souvent à droite. Et si on est gêné, parce qu'il peut y avoir aussi une maladie d'Alzheimer sous-jacente, quand on a également une atteinte des carrefours temporaux-pariétaux bilatéraux, temporal interne et du gyrus singulaire postérieur, il faut se poser la question justement s'il n'y a pas de DTA sous-jacente surajoutée. Et enfin, pour clôturer justement les démences, une des plus fréquentes, c'est la démence vasculaire. Donc celle-là, c'est la deuxième cause des démences, toutes causes confondues, 15 à 30% des démences au total. Ce qui est vraiment important, c'est qu'il y a un facteur de risque cardiovasculaire qui est retrouvé, l'hypertension artérielle, avec cliniquement des patients qui vont se détériorer de manière progressive par palier en marche d'escalier. On a souvent un terrain vasculaire avec la notion d'HTA des patients qui ont déjà fait des AVC et des signes neurologiques qui vont être focaux liés aux AVC qu'ils ont eu, type d'hémiplégie ou d'hémianopsie latérale. La notion de chronologie, c'est souvent ça qui va nous suggérer une relation de cause à effet. Au niveau métabolique, on va avoir un hypométabolisme, ce qu'on retrouve ici, hétérogène, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir de cortex prédominant qui va être touché, ce n'est pas vraiment systématisé et cette absence de systématisation ne nous fait pas justement évoquer de démence particulière d'origine dégénérative, mais en revanche, on voit effectivement qu'il y a un hypométabolisme hétérogène et diffus. Il faut savoir qu'il peut également y avoir une démence mixte, donc liée à une démence vasculaire et notamment une maladie d'Alzheimer, ça c'est le plus fréquent de tous les cas. Et dans ce cas, en fait, on va retrouver aussi les signes métaboliques d'hypométabolisme qu'on a vu pour la maladie d'Alzheimer. Voilà, donc là, je vous ai parlé donc, du 18 FDG en neurologie pour les démences. Est-ce que déjà, il y a des questions avant qu'on enchaîne sur la DOPA ? Alors, Nour Salah demande si tu as des conseils pour régler le contraste en FDG. C'est vrai que en fonction des atteintes ou de la pathologie, on peut être assez embêté pour savoir est-ce qu'on sursature au niveau de l'aire postérieure ou au niveau des noyaux gris. Comment toi, tu satures tes examens? Alors moi, on m'a appris à Nice, effectivement, de saturer au niveau des noyaux gris centraux, effectivement. C'est vrai que c'est souvent un problème qui revient, la question de la saturation. Ça dépend un peu. C'est vrai que moi, à Nice, on m'a appris de saturer au niveau des noyaux gris centraux. Donc moi, c'est ce que je conseille de faire parce que c'est ce qu'on m'a appris. Mais on peut également, j'ai vu dans certaines études et dans certains centres, qui font également la saturation au niveau du cortex postérieur. Mais personnellement, moi, ce que je fais, c'est au niveau des noyaux gris centraux. Et justement, au niveau des noyaux gris centraux, je pense que la plupart d'entre nous utilisent l'échelle de couleur French. Oui. Est-ce que toi, tu aurais tendance à mettre vraiment à sursaturer, mettre du blanc à fond dans les noyaux gris ou juste une petite touche de blanc comme, Petite touche de blanc, effectivement, une petite touche de blanc. Pas sursaturer, mais juste mettre une petite touche de blanc. Je me mets souvent justement à l'intersection entre putamen et noyau codé et je fais en sorte qu'à ce niveau-là, la saturation corresponde bien. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, c'est vrai que je n'ai pas fait une diapo pour. Je viens d'y penser pendant que je vous en parlais, mais pour de compte rendu type en fait de ce qu'on pourrait faire. Moi, c'est vrai que ce que je fais, c'est-à-dire que moi, j'analyse d'abord mon cortex associatif et je dis tout. Donc, c'est-à-dire moi, quand je vais analyser un cerveau, donc je dis d'abord, j'analyse mon cortex associatif. Donc, je dis est-ce qu'il y a un hypométabolisme du cortex associatif frontal, oui ou non? Du cortex associatif pariétal, oui ou non? Temporal, oui ou non? Occipital, oui ou non? Donc ça, je le décris dans le compte-rendu, c'est-à-dire que dans mon compte-rendu, si j'ai un hypométabolisme, par exemple, du carrefour, des carrefours pariéto-temporaux, je vais dire hypométabolisme du carrefour pariéto-temporal gauche, et je vais détailler ensuite pas d'hypométabolisme significatif du cortex associatif frontal, virgule, pariétal ou occipital. Donc ça, je détaille d'abord le cortex associatif. Après, je détaille la fixation au niveau des noyaux gris centraux et du cervelet.
je dis si elle est préservée ou pas, donc, parce que dans la MS, on peut avoir une atteinte. Donc là aussi, je fais une phrase disant la fixation au niveau des noyaux gris centraux et du cervelet est préservée ou n'est pas préservée. Et enfin, je finis par le cortex primaire en disant s'il y a une atteinte ou pas du cortex primaire. Donc souvent, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas d'atteinte de cortex primaire quand la maladie peut évoluer. Donc je dis la fixation au niveau du cortex primaire est préservée. Et je finis aussi des fois sur les coupes TDM en fonction de ce qu'on peut voir sur les coupes TDM, si on a une atrophie qui prédomine à un niveau, si on a des gros signes de leucoariose qui peuvent orienter vers une démence vasculaire ou pas. Voilà. Ça, c'est plus en pratique comment moi je fais. Après, c'est juste pour vous donner des conseils, mais vous verrez après, vous, avec l'expérience, vous ferez vous-même votre propre idée, comment faire et comment est-ce que vous vous sentez le plus à l'aise. Pour ma part, je suis aussi assez fan de cette interprétation, disons, anatomique. En fait, je fais vraiment lobe par lobe et cortex Voilà, par... exactement. Oui. Déjà, pour ne pas oublier, c'est un peu comme ce qu'on fait quand on fait un TEP scan corps entier, pour être vraiment systématique. Et une fois que j'ai fini, j'essaie de réinterpréter une deuxième fois pour mettre ça vraiment dans un cadre syndromique. Et c'est parce que le corpus va être là pour détailler tout ce qu'on voit. Exactement. Oui. Et la conclusion va être là plus orientée pour le clinicien, à savoir Voilà, exactement. tout ce qu'on trouve est plutôt en faveur de telle ou telle maladie. Et justement, il y a des fois, on a des formes assez limites parce qu'il y a pas mal de pathologies qui sont les portes d'entrée de maladies d'Alzheimer. Est-ce qu'il t'arrive, ou avec ton expérience à Nice ou avec les différents autres centres, est-ce que tu juges justement nécessaire parfois de dire que le premier diagnostic que je retiendrai, ce serait ça, mais une deuxième hypothèse, ça peut être ceci, Ah typiquement oui, pour la... complètement. Oui, complètement. Et même quand on parle avec les cliniciens, hein, vu que, on travaille avec les neurologues, en fait, eux, ils sont d'autant plus, si on a vraiment un doute et quand on ne sait pas, ils sont quand même friands de savoir quelles sont nos hypothèses diagnostiques pour eux les orienter. Il faut bien savoir que eux, souvent, c'est assez difficile et quand ils demandent le TEP, c'est justement pour les aider à avoir une orientation diagnostique particulière. Donc, on est vraiment là, nous aussi, pour les orienter en fonction de ce qu'on voit. Et même si nous, on n'est pas sûr sur ce qu'on dit en première ou en deuxième hypothèse, on peut effectivement le formuler comme tu le dis très bien. C'est de dire en première hypothèse, moi, j'évoquerai ça, mais en deuxième hypothèse, ça. Tout à fait. On peut même être amené, je l'ai vu aussi dans certains cas, quand c'est vraiment douteux pour notamment un début de maladie d'Alzheimer, de redemander un contrôle d'ici 1 an pour voir justement si c'est resté stable, si ça s'est aggravé ou pas. Ça aussi, ça peut se faire également. Ok, alors s'il n'y a pas de questions tout de suite, on va passer à la suite du topo. Si jamais vous avez une question, n'hésitez pas à la mettre sur le chat et on y répondra tout à l'heure sans aucun souci. Ok, allez, donc on va détailler maintenant la deuxième partie. Donc maintenant qu'on a fait le FDG, maintenant on va passer en fluorodopa. Alors, il faut savoir que qu'est-ce que c'est justement la digital-dopa? La digital-dopa, c'est un acide aminé particulier. En fait, c'est issu de ce qu'on appelle le dihydrophénylalanine, la DOPA, qui est elle-même un substrat des transporteurs des acides aminés des récepteurs LAT1. Donc, ces LAT1, où est-ce qu'on les retrouve? On les retrouve dans les neurones nigriostriés, donc au niveau du stockage des vésiculaires, et on le retrouve également chez les patients qui vont avoir des tumeurs qui vont justement surexprimer ces transporteurs LAT dans les tumeurs cérébrales. Donc, on comprend bien, suite à ça, de savoir où sont exprimés ces récepteurs, que la digital-dopa va avoir un intérêt en imagerie, d'une part pour l'étude de la voie dopaminergique avec les neurones nigrosstriés, et d'autre part en neuro-oncologie, justement, avec ces tumeurs-là qui vont surexprimer ce récepteur. Donc, c'est ce que je viens de dire, en fait. Donc, en neurologie, on va l'utiliser pour le diagnostic de la maladie de Parkinson. Souvent aussi, ça peut être une indication chez des neurologues qui vont avoir un doute entre tremblement essentiel versus syndrome parkinsonien. Là, on va faire une imagerie à digital-dopa. Si la dopa est normale, il s'agit d'un tremblement essentiel. Si en revanche, elle est anormale, on est plus orienté vers un tremblement d'origine parkinsonienne. Et également quand le clinicien a un doute sur une atteinte ou pas extra-pyramidale.
En oncologie, on l'utilise pour rechercher une récidive ou une maladie résiduelle pour les tumeurs cérébrales qui ont été opérées ou dans la récidive versus radionécrose. Ça, on va le détailler après. Donc, ce qu'il faut bien comprendre pour la 18F-DOPA, c'est vraiment la cinétique en fait et de captation. Ce que vous pouvez voir sur cette courbe, c'est on va d'abord regarder pour le striatum. Vous voyez qu'en fait, pour le striatum, le maximum de captation au niveau du striatum se fait à partir de 70-80 minutes. C'est là où on atteint le maximum de fixation. D'où on comprend bien que le protocole d'acquisition en fait, des images va se faire donc environ à 90 minutes après injection où on a le maximum de fixation au niveau du striatum. En revanche, pour tout ce qui est tumeur, on peut voir sur cette courbe que le maximum, le pic de fixation est obtenu entre 10 et 20 minutes. D'où le protocole qui va être réalisé pour les tumeurs avec une acquisition des images 10 à 20 minutes après injection. Donc, le protocole qui est proposé, c'est de faire donc, un jeûne protéique pour éviter la compétition avec les acides aminés justement d'origine alimentaire. Donc, les patients sont autorisés à manger par contre des glucides, mais on évite les protéines. Donc, le jeûne glucidique n'est pas nécessaire. En revanche, ce qui est vraiment important, c'est d'arrêter les traitements antiparkinsoniens 12 heures avant l'examen, car ça peut interférer sur la voie de la dopamine, justement. Alors, on donne également de la carbidopa. La carbidopa, en fait, c'est un analogue, justement, c'est un inhibiteur de l'enzyme périphérique qu'on appelle la décarboxylase périphérique. En fait, au niveau périphérique, la L-dopa, au niveau périphérique et central, la L-dopa est métabolisée en dopamine. Et on a cette enzyme qui s'appelle la décarboxylase périphérique qui permet cela, justement. La carbidopa, en fait, permet justement d'inhiber cette décarboxylase au niveau périphérique, c'est-à-dire en fait d'inhiber cela au niveau périphérique pour concentrer toute la dopa au niveau cérébral. Et ça permet en fait d'augmenter d'un facteur 2 voire à 4 la fixation au niveau cérébral. Donc c'est vraiment utilisé pour potentialiser et améliorer les images au niveau cérébral. Donc pour cela, nous ce qu'on faisait, c'est qu'on donnait un comprimé de 100 mg de carbidopa 1 heure avant l'injection de dopa, en s'assurant de l'absence de contre-indication. Donc on demandait aux patients, vérifier qu'il n'y avait pas d'angor, d'arythmie ou de psychose mal contrôlée. Ça, c'est les principales contre-indications à la carbidopa, ne pas la donner. Et tout comme pour le FDG, l'activité recommandée est de 2 mégabecquerels kilo. Donc là, je vous ai mis donc, les guides des procédures de SFMN. Donc, syndrome parkinsonien, c'est ce qu'on a vu. Il propose soit de faire une acquisition en mode dynamique, soit en mode statique, à partir de 90 minutes après injection, parce que c'est ce qu'on voit, c'est à partir de 90 minutes où on a le maximum de fixation. Et en neuro-onco, soit en mode dynamique, soit en mode statique, 10 à 30 minutes après injection. Donc nous, la proposition qu'on faisait, c'est que pour les syndromes parkinsoniens, on faisait des images statiques 90 minutes après injection. Et en neuro-oncologie, on faisait des images statiques 20 minutes après injection. Les acquisitions pareilles sous la machine durent environ 10 minutes. Donc ça, c'est plus l'acquisition des images en pratique. Donc, comme pour le FDG, on installe le patient des cubitus dorsales, les bras le long du corps, maintenus par les seins pour éviter qu'ils bougent. Surtout que souvent, ce sont des patients qui sont déments avec des mouvements anormaux, donc il faut vraiment éviter qu'ils bougent. Avec la tête qui est dans la tétière et le patient est centré à mi-épaisseur du crâne. L'acquisition des images se fait donc tout d'abord avec un topogramme qui permet de positionner les champs TEP et TDM. Ensuite, l'acquisition de la TDM et l'acquisition de la TEP. Alors, tout d'abord, on va voir l'interprétation en neurologie. Donc, on fait donc les images, c'est ce qu'on a dit, 90 minutes après injection. Donc, là, ce qu'il faut savoir, c'est ce qu'on fait, c'est une interprétation visuelle. C'est comme, en fait, le DaTscan. Nous, on préférait faire la dopa et moi, avec de mon expérience, je trouve que la dopa est mieux, d'une part parce que la résolution spatiale est meilleure, la résolution donc en image est beaucoup plus fine et mieux que pour le DaTscan, et d'autre part, le DaTscan, c'est compliqué pour le patient, donc c'est souvent des patients qui sont déments, qui ont des mouvements anormaux. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils viennent le matin pour l'injection du produit, qu'ils attendent 4 heures après pour faire les images, alors que là, on les injecte, ils attendent 90 minutes et on fait les images d'emblée qui ne durent même pas 10 minutes sous la caméra.
Donc, en termes pour le patient et en termes même nous, en termes d'interprétation, c'est vrai que on préfère plutôt la DOPA que le DaTscan. Alors, donc, l'interprétation visuelle, donc, on dit souvent que les noyaux gris centraux ont une forme soit de prothèse de hanche, ça c'est la version médicale. Moi, j'aime bien dire que ça a l'aspect en fait d'une virgule ou d'une apostrophe. Et donc, ici, là, ce qu'on peut voir ici, c'est le noyau codé qu'on voit ici à ce niveau-là. Et en arrière, ici, là, le putamen. D'accord? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, le maximum de fixation avec le point qu'on voit justement en blanc se situe normalement au niveau du putamen. Si on n'a plus de fixation au niveau du putamen ou que ce maximum se déplace au niveau des noyaux codés, déjà, cela signe une atteinte de la voie dopaminergique. La quantification est peu utilisée en DOPA et elle est actuellement à développer. Donc là, je vous ai juste remis un article qui étudiait l'équivalent, en fait, qui comparait le DaTscan et la DOPA pour voir en termes de performance diagnostique lequel était le mieux. Et en fait, il retrouvait donc une sensibilité et spécificité qui étaient identiques. Donc c'est vrai qu'en termes de performance diagnostique, les deux sont équivalents. Après, c'est en termes de pratique dans chaque centre dans lequel vous êtes, ce qui est fait. Donc là, ici, on voit un aspect normal. Donc l'aspect normal, c'est quoi? C'est une fixation qui est homogène sur l'ensemble du striatum avec un maximum de fixation qui est situé au niveau des putamens. Un autre des signes qu'on peut voir dans les DOPA pathologiques, c'est ce qu'on appelle l'activité extrastriatale. C'est-à-dire que là, vous voyez tout le rouge, entre guillemets, donc ça veut dire que tout le radiotraceur est concentré au niveau des noyaux gris centraux. Dans l'atteinte de la voie dopaminergique, on peut avoir ce qu'on appelle une activité extrastriatale, c'est-à-dire qu'on retrouve du radiotraceur à l'extérieur du striatum. Et pour cela, on voit des fois des points rouges par ici ou par là. Voilà, ça, c'est un des signes indirects aussi qui peuvent vous aider quand vous avez un doute. Vous voyez, donc ici, là, justement, là, c'est l'activité extrastriatale dont je vous parlais. À ce niveau-là, on voit que normalement, la fixation, elle est vraiment située qu'au niveau des noyaux gris centraux. Et là, on a une activité extrastriatale. Donc ça, c'est un des signes indirects d'atteinte de la voie dopaminergique. Donc là, c'était un patient qui présentait des tremblements, ralentissements et rigidité. Là, vous pouvez voir donc déjà qu'on n'a pas de fixation au niveau des putamens, hein, comme ici, là. L'aspect de virgule qui n'est plus du tout préservé. Le maximum de fixation qui se déplace au niveau des noyaux codés ici, alors que là, normalement, il devrait se situer au niveau des putamens. Et également la présence d'une activité extrastriatale qui signe tout cela une atteinte de la voie dopaminergique. La maladie à corps de Lévy, donc là, pareil, un patient avec des troubles amnésiques et des hallucinations visuelles. Là encore, vous voyez qu'on n'a pas de fixation au niveau des putamens. On a simplement une fixation au niveau des noyaux codés avec un maximum de fixation qui se situe au niveau des noyaux codés. Et donc là encore, ça signe une atteinte de la voie dopaminergique. Là, c'était un patient pour lequel on avait un doute entre maladie à corps de Lévy et maladie d'Alzheimer parce que cette dame présentait des troubles amnésiques fluctuants. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que en fait, on a une fixation donc, qui est normale, c'est-à-dire on a une fixation qui est préservée, vous voyez, au niveau des putamens, le maximum de fixation qui se situe à ce niveau, au niveau des putamens, et l'absence d'activité extrastriatale, ce qui signe un examen qui est normal en DOPA. Donc, ce qui nous oriente plutôt vers une maladie d'Alzheimer. Dans la suite, on a fait un JIT-FDG pour cette dame. Et là, vous pouvez voir ce qu'on retrouve et ce qu'on a décrit tout à l'heure. Donc, on a un hypométabolisme du cortex associatif frontal, donc mésial, dorsolatéral, plus bas aussi orbitofrontal à ce niveau-là. On a une atteinte du cortex associatif pariétal, un peu moins marquée. On a une atteinte du cortex associatif au niveau temporal bilatéral, au niveau temporal interne et externe. Et par contre, on voit que le cortex primaire, c'est ce qui ressort en rouge, ici, là, est préservé. Donc, ce qui signe, en fait, en FDG, une atteinte diffuse en faveur d'une démence neurodégénérative. Maintenant, donc là, je vous ai montré quelques exemples pour la neurologie. Maintenant, en neuro-oncologie. Donc là, ce qu'on a vu, le protocole d'acquisition, c'est 20 minutes après injection, on va faire les images. Là, c'est vraiment très facile l'interprétation. C'est vraiment un examen qui est très facile à faire. Moi, je vous conseille vraiment d'assister notamment au RCP de neuro-onco pour en parler avec les cliniciens parce qu'il y a un phénomène en IRM qui est souvent difficile pour les imageurs.
c'est deux choses. C'est juste deux choses. Ce qu'on a vu, c'est que donc en neuro-oncologie, l'indication, c'est soit recherche de récidive versus radionécrose. Il faut savoir que les patients qui ont une tumeur cérébrale, le protocole qui est utilisé, ils ont un protocole qu'on appelle STUP. C'est-à-dire que les patients vont être opérés et à la suite de l'opération, ils vont avoir un protocole STUP qui va associer une radiothérapie et une chimiothérapie. Donc, à la suite de ça, les patients vont souvent avoir une surveillance par IRM. Et en IRM, lié à la radiothérapie, on peut avoir en fait des hypersignaux flares au niveau de la zone de radiothérapie qui sont difficiles à apprécier par le radiologue pour savoir en fait s'il s'agit d'une reprise évolutive de la maladie localement ou si c'est simplement des signaux inflammatoires liés à la radiothérapie. Donc, dans ces cas-là, c'est vraiment très intéressant de faire une digital topa parce que donc on injecte le produit, 20 minutes après, on fait les images et l'interprétation est vraiment très, très facile. Donc, l'interprétation, c'est surtout celle-là qui est utilisée, c'est l'interprétation visuelle. Après aussi, dans la littérature, on utilise une autre interprétation qui vise en fait à mesurer des rapports de fixation en fonction du rapport de fixation au niveau du striatum de la tumeur versus substance blanche contralatérale normale. Ça, c'est ce qui ressort dans les études de Cheng qu'on peut détailler, mais ce qui est vraiment plus utilisé et plus facile à faire en pratique, c'est l'échelle visuelle. C'est-à-dire que là encore, on règle donc notre saturation, on se met au maximum sur le striatum et on regarde notre lésion si elle capte ou pas. Donc là, par exemple, vous voyez, c'était une lésion qui était située à ce niveau-là. Donc là, il n'y a pas du tout de fixation. Et ici, une fixation qui est nettement inférieure au striatum. Donc pour ça, la DOPA est négative, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une radionécrose. En revanche, à ce niveau-là, vous voyez que la fixation au niveau de la lésion est égale à celle du striatum à ce niveau-là, ou même supérieure. Et ça signe par contre la récidive. On dit que la DOPA est positive pour ça. Un exemple, donc un patient de 51 ans qui a été opéré d'un glioblastome en 2013, puis radiothérapie avec T-modal, donc c'est le protocole STUP habituel qui est fait, en surveillance depuis mars. On suspecte une récidive en novembre 2015 sur l'IRM. Donc, on lui fait une TEP à la DOPA. Et vous voyez ici, là, à ce niveau, on voit une zone qui capte le radiotraceur de manière égale, voire supérieure par rapport à la fixation au niveau du striatum qu'on voit ici. Donc, ça signe. Donc là, juste aussi, ah oui, n'hésitez pas à faire des fusions justement avec l'IRM. Vous voyez, la lésion a été vue et décrite à ce niveau-là en IRM et ici. Et donc, en faisant la fusion avec les deux, on voit effectivement que cette lésion capte le radiotraceur de manière supérieure au striatum, donc ce qui signe la récidive pour ce patient. Pareil, donc là, c'est un patient qui est aux antécédents de métastase pariétale droite d'un poumon traité par CyberKnife et on se pose la question d'une récidive ou d'une radionécrose. Donc là, on voit ici la lésion, vous voyez à ce niveau-là, qui capte beaucoup moins que le striatum, ici, là. Et donc cela, c'est signé une radionécrose. Voilà, merci de votre attention. Le topo est fini. Du coup, maintenant, on attend vos questions. Et voilà. Déjà, merci beaucoup, Nour, de t'être rendu disponible pour ce topo, qui était vraiment d'une excellente qualité. J'ai beaucoup appris. Alors, on a une question de Nour. Avez-vous une idée de la proportion de faux négatifs selon ces critères, ou donc la sensibilité en neuro-oncologie pour le traceur à la dopamine? Alors, en termes de sensibilité, on est aux alentours de 98% dans les études. Et en termes de spécificité, aux alentours de 95% à peu près. Ah, quand même. Ouais, non, c'est pour ça, c'est vraiment un très très bon examen. Je sais que ce n'est pas fait du tout dans la majorité des centres de médecine nucléaire. Et c'est assez, je trouve, hallucinant que ce ne soit pas fait parce que c'est vrai que c'est un examen qui est très facile à faire, pour lequel quasiment on ne se trompe jamais. On a de très bonnes performances diagnostiques et en fait, ça dépend vraiment de… C'est pour ça il faut vraiment assister au staff de neuro-onco, essayer de vendre un peu cet examen auprès des neurologues et des oncologues qui ne connaissent pas souvent. Même certains médecins nucléaires ne connaissent pas trop cet examen-là.
Moi, j'ai même vu des radiothérapeutes qui m'ont dit: «Ah, mais moi, j'ai fait un DU d'imagerie, on nous a parlé de la dopa, mais dans tel centre, on ne fait pas du tout de la dopa pour cette indication.» Enfin, franchement, moi, je l'ai appris en tant qu'interne, c'est vrai, et je recommande vraiment cet examen parce que c'est très, très facile d'interprétation. En termes de performance diagnostique, pardon, c'est vraiment un très, très bon examen. Voilà. J'ai bien vendu la dopa. Mais ne t'inquiète pas, moi je vais vendre un autre protocole après, mais on attendra les autres questions. On a une question justement de Nicolas Floquet que je voulais poser aussi, évidemment. Tu parles donc d'une excellente sensibilité et spécificité, mais est-ce que c'est toute étiologie confondue? Donc la question évidemment, c'est est-ce que ça concerne les métastases ou les glioblastomes? Pour les métastases aussi, c'est exactement pareil. D'accord. C'est pour les métastases et les glioblastomes. En fait, il faut savoir que c'est complètement indépendant de la nature histologique parce que, en fait, la nature histologique, c'est juste, en fait, les lésions tumorales au niveau cérébral vont exprimer les récepteurs LAT1, et on sait en fait que ces récepteurs sont surexprimés, que ce soit dans les glioblastomes ou dans les métastases cérébrales. Donc, à partir de là, en fait, les deux sont utilisés. Voilà. Vous m'entendez? Oui. Oui, oui. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, justement, la même personne demande pour la normalisation de la F-DOPA sur Syngovia. Ah, alors sur Syngovia, nous on le faisait, c'est vrai, sur un autre logiciel, du coup c'était plus facile. On se mettait en fait à hauteur. Pardon? De Tu le quoi? faisais sur Xelerix? Ouais, sur l'Axelerix. Et du coup, c'était en fait on se mettait plutôt au niveau postérieur. Après, sur la Syngovia, moi je conseille là aussi de régler le contraste par rapport aux noyaux gris centraux ou au niveau du cervelet et postérieur sur la Syngovia. Et après, en fait, on voit rapidement si déjà il y a une activité extrastriatale et visuellement comment sont les noyaux gris centraux. On a souvent le diagnostic rapidement. Ok. Moi, je vais essayer de partager mon écran. Je ne sais pas si, Abdoul, tu peux me dire si c'est bon. Tac. Alors, est-ce que c'est bon pour vous? C'est bon, tu le mets en plein écran. Tu peux appuyer sur lire. Ouais. C'est juste de décaler ça. Je sais où est le bouton lire. Merci en tout cas de votre aide, cher monsieur. Tac, tac, tac. Alors, attends, parce que du coup, voilà, hop, 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 hop. Moi, je voulais vous parler d'un autre protocole qui vient en fait en complément de la F-DOPA. Hop. En fait, donc oui, comme disait donc Nour, le problème des lésions qui ont été traitées par la radiothérapie, c'est la différenciation entre radionécrose et progression, parce que l'inflammation radique fait que 3 mois, on ne pourra pas évaluer la lésion avant au moins 3 mois, mais par exemple, comme pour le cas de cette assez grosse lésion cérébrale, on a pu avoir un véritable diagnostic qu'à partir de 9 mois, parce que la lésion a continué à augmenter de taille, avec un œdème assez important, et surtout une prise de contraste des berges. Et ce n'est qu'à partir de la diminution de 9 mois, qui a été confirmée enfin à 12 mois, qu'on a pu avoir le diagnostic de radionécrose. Sauf que pour ces patients-là, là, le patient avait été hospitalisé à 6 mois et à 8 mois pour une HTIC. Donc, en effet, la DOPA est vraiment un excellent traceur pour ça. Mais pour les sensibilités et spécificités, moi, je reste un peu plus modéré là-dessus. Mais c'est surtout un problème d'accessibilité, le problème pour la plupart des centres. Tout le monde n'a pas la chance de travailler à Nice. Mais en tout cas, dans certains centres, on utilise le FDG en protocole biphasique. Et parce que le problème, évidemment, du FDG, c'est la captation physiologique homogène et diffuse dans tout le cerveau. Donc, c'est pour ça qu'on fait un protocole en 2 temps. On fait l'acquisition initiale habituelle à 30 minutes et on refait une deuxième acquisition sans une nouvelle injection à 4 heures. Le postulat est qu'il y aura une élution du traceur sur tout le reste du corps et donc notamment le cerveau, avec une accumulation du traceur au niveau des tissus pathologiques, bien plus qu'au niveau des tissus inflammatoires. Donc sur des lésions actives en récidive,
il y aura une diminution de la fixation corticale environnante avec un meilleur rapport signal sur bruit, alors que sur une radionécrose, on aura une stabilité, voire une diminution de la fixation lésionnelle. C'est ce qu'on peut voir par exemple sur ce cas assez caricatural, où on a donc cette lésion lenticulaire qui avait été traitée il y a 8 mois. On voit une augmentation entre l'image précoce et l'image tardive, une augmentation de 60% de la captation de la lésion. C'est ce qu'on peut voir aussi ici sur cette métastase, où il y a entre l'imagerie précoce et tardive, une modification que de 4% de la captation. Plusieurs centres effectuent ce protocole parce que c'est un traceur donc, qui n'est pas très cher, le FDG. C'est un protocole qui est assez facile à mettre en place, mais par contre qui nécessite de reprendre le patient sur 2 créneaux horaires. Donc ça, c'est vrai que c'est beaucoup plus embêtant que la FDOPA où on a le diagnostic assez rapide. Mais ça peut être en tout cas une alternative si votre centre n'a pas accès à la dopamine. Voilà, c'était tout pour la petite pause. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Eh ben, il ne me reste plus qu'à remercier encore une fois Nour, Abdoul aussi pour nous avoir organisé toute cette conférence. Merci encore une fois à la Merci Abdoul, ouais. Merci Mais Oussam vraiment, aussi, qui a très bien animé la conférence. j'ai fait ce que je peux. Ouais. On a une petite question de Nour qui arrive en faufilant. Est-ce qu'il y a un délai à respecter après la radiothérapie? On part sur 3 mois minimum, que ce soit pour l'IRM ou pour les TEP. Et de toute façon, le gold standard restera, enfin le gold standard si je peux dire, l'examen d'imagerie de référence restera l'IRM. Le TEP scan restera en complément, mais autant pour les pathologies neurodégénératives que pour les pathologies cancéreuses. Et c'est vraiment quand il y a un doute que le TEP scan peut venir en complément et apporter une orientation assez fiable avec pas mal d'études, autant pour la DOPA que pour le TEP-FDG biphasique, qui ont été corrélées au suivi pour les radionécroses et à l'anapath pour les récidives. Donc, les deux marchent très très bien et ça dépend surtout des habitudes de centre. Et je pense, comme l'a dit Nour, il ne faut vraiment pas hésiter à aller en RCP de neuro-oncologie parce que c'est vraiment des indications assez nouvelles, des examens qui changent des pratiques habituelles, mais surtout qui font gagner un temps assez considérable pour le patient, comme on l'a vu donc, sur certains des exemples, où pour plutôt qu'éviter des IRM de contrôle à 2-3 mois, où malheureusement le radiologue n'est pas trop en capacité de trancher, ce qui est normal, et là on a des examens qui tranchent assez rapidement. Une question de Messaï. Est-ce qu'on peut corréler la fixation avec l'ADC de l'IRM dynamique? Je vais te poser du coup une autre question. Est-ce que tu parles de la fixation de la DOPA ou de la FDG? Si c'est pour la DOPA, je vais laisser Nour. Alors, pour la DOPA, on la corrèle, non, on la corrèle pas vraiment à l'ADC. Ça peut être corrélé au flair. Mais il faut savoir que vraiment, ce qui est important de comprendre, et je ne l'ai peut-être pas dit dans mon topo, c'est une erreur, mais c'est qu'en fait, la DOPA va traverser la barrière hémato-méningée et la barrière hémato-encéphalique, pardon. C'est-à-dire qu'en fait, alors que le gadolinium que l'on utilise à l'IRM, lui, ne traverse pas la barrière. C'est pour ça qu'en fait, l'IRM et la DOPA apportent des informations différentes qui sont complémentaires, mais qui ne sont pas superposables. Ça, c'est vraiment aussi très important de l'avoir en tête. C'est vrai que je n'en ai pas parlé dans le topo. Et du coup, merci pour la question qui permet de le repréciser a posteriori. Et moi, je pourrais malheureusement pas trop te répondre pour l'FDG. Je ne suis pas assez compétent là-dessus. Tout ce que j'ai surtout de mon expérience, c'est que l'ADC est quand même une mesure assez fiable, mais qui peut parfois être mise en défaut sur les lésions à la fois comment dire, avant le traitement, du fait de la rupture de la barrière, parce que ton calcul d'ADC va être complètement foiré, et encore plus après traitement par radiothérapie. Donc c'est pour ça que les métriques IRM, tout ce qui est métrique de perfusion ou de perméabilité, ça peut être assez pratique dans certains cas, mais dans la plupart des cas, en fait, les radiologues ne vont pas tant les utiliser, ils vont plus se fier à la mesure morphologique et à la prise de contraste, la majoration en plus de la prise de contraste sur les bordures. Et tout ce qui est métrique va venir en complément pour les guider dans ce diagnostic. Bon, ben, je crois qu'on est plutôt bon.
Bah, merci à tous, merci d'avoir assisté à cette conférence. On espère, durant les prochains mois, en réaliser d'autres, peut-être avec le docteur Kadour, si elle, est motivée. Ça, voilà, vous avez eu la proposition en direct, mais avec d'autres participants sur plein d'autres thèmes. Donc n'hésitez pas, si vous avez, une thématique que vous souhaiterez qu'on développe, n'hésitez pas aussi à chauffer certains chefs pour, venir traiter avec nous. C'est assez facile, il suffit d'être motivé, d'avoir votre topo et nous, avec, Remote Ready et le reste de l'équipe et notamment Pierre-Adrien Vion dont vous allez beaucoup entendre parler, on est assez motivés pour préparer tout ça. Donc merci à toutes et à tous et bonne soirée à vous. Merci tout le monde.